Je te propose une analyse des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, réalisé par Peter Jackson. Nous examinerons les éléments visuels et narratifs de chaque plan pour comprendre comment ils contribuent à l'esthétique, à la narration et à l'impact émotionnel du film. On va parler de contraste visuel, d'opposition, de storytelling par l'image et plein d'autres choses. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Continuons notre analyse de la composition des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux. J'aimerais un petit peu opposer ce plan à Minas Tirith, les amis. Absolument épique. Vous avez vu la place que prend la forteresse sur le plan. Elle est absolument immense par rapport à Gandalf. Regardez un petit peu la différence cette fois-ci. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait dans le plan qu'on a étudié juste avant. Vous avez vu ça ? On n'a pas du tout les mêmes perspectives. Ce que j'aimerais mettre un petit peu en avant, c'est plutôt ce que peut représenter en termes de poids entre guillemets sur l'image nos héros ici et la taille d'Edoras. Vous avez vu, on a une sorte un petit peu d'équilibre dans le plan qui est vraiment, ma foi, fort sympathique. Et on peut aussi citer quelques petites lignes directrices qui sont tout simplement liées à la nature des lieux. Là, j'ai sélectionné ce plan pour plusieurs raisons. Les lignes directrices créées par la position de chaque personne sur le plan, je trouve, nous permet de bien guider notre regard vers le sujet. On voit qu'ils sont situés exactement parfaitement ici dans la règle des tiers, au milieu du plan. On a des couleurs qui sont plutôt chaudes. Les lieux sont habités, il y a pas mal de personnes, il n'y a pas forcément de vide apparent, mis à part dans la petite allée qu'il y a ici, pour guider le regard. Ça dénote quand même pas mal avec l'arrivée de Gandalf, Aragorn, Legolas et Gimli, la première fois qu'ils ont découvert Edoras, qui était presque vidé de soldats. Faut savoir que Éomer était parti. On avait ici Grima, langue de serpent, qui avait pris un petit peu le contrôle d'Edoras en prenant le contrôle sur Théoden. Vous avez vu, les lieux étaient beaucoup plus vides et les couleurs étaient moins chaleureuses. Faut dire que ça allait vraiment avec l'esprit qu'il y avait. On est d'accord. Là, pour le plan qu'on est en train d'étudier, on est quand même après une victoire, la victoire au gouffre de Helm. Les lieux ont un petit peu repris vie. Concernant l'arrivée à Minas Tirith, j'aimerais aussi parler de la façon dont certains plans ont été pensés. Des plans, vous savez, qui font très vertigineux, parce que les mouvements de caméra qui sont sur ces plans font très un petit peu drone FPV parfois. Mais il faut savoir que maintenant, des plans un petit peu drone FPV, etc., c'est courant dans le cinéma, mais déjà, à remonter à cette époque, avoir des plans un petit peu comme ça, moi je trouve ça très intéressant. Et en plus de ça, j'aimerais un petit peu vous parler de l'image. Pour montrer un petit peu l'immensité de Minas Tirith, on a bien les plusieurs murailles successives qui vont comme ça se succéder pour arriver tout en haut, qui sont super bien mises en valeur, qui permettent aux spectateurs de se rendre compte de l'immensité des lieux. Et pareil, on a ce plan absolument fabuleux qui nous permet de voir un petit peu la taille de la forteresse. Et en plus de ça, on a l'action. On voit Gandalf ici avec Pipin. Ils vont aller voir Denethor qui effectivement est au cœur de la citadelle. Continuons l'analyse de la composition des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux. Vous avez vu un petit peu comment ils ont composé le plan ici. On a dans un premier temps Minas Tirith qui nous permet de savoir qu'on voit vraiment l'action se passer de là. On a Osgiliath juste là. Et on a derrière les montagnes Minas Morgul. Et un peu plus loin derrière le Mordor qu'on ne peut pas voir caché par les montagnes. On a une grosse profondeur de l'image. Et de deux, vous allez voir que cette image, elle est totalement cohérente avec le lore, avec la géographie qu'a créé Tolkien. Vous avez vu, Minas Tirith est juste là, Osgiliath est juste là, Minas Morgul est juste là. Il y a un alignement, et le fait de placer la caméra au niveau de Minas Tirith ici est complètement justifié dans cet alignement. Une nouvelle fois, on se rend peut-être pas compte quand on regarde le film, parce qu'en plus, il faut connaître la carte, mais vous avez vu, limite pas besoin de connaître la carte pour se situer dans les lieux. Cet événement va donner un nouvel aspect au film, et c'est pour ça que Gandalf envoie ensuite Pipin allumer le grand feu au sommet de Minas Tirith pour prévenir le Rohan et leur demander de l'aide. Gandalf retrouve au loin le premier feu s'allumer. Vous avez vu que on a cette notion aussi de ligne directrice qui vient guider notre regard directement vers l'action. On retrouve encore une nouvelle fois cette notion de framing liée au bâton de Gandalf et sa silhouette juste ici qui est out of focus et qui permet une nouvelle fois de centrer l'action directement ici. Vous avez vu, on a un message qui va arriver jusqu'à Edoras. Vous êtes d'accord, hein? Le message part et arrive petit à petit jusqu'à Aragorn. D'un point A à un point B. C'est totalement cohérent. On peut appliquer la règle des tiers. Gandalf qui était dans un premier tiers avant et le message qui arrive au troisième tiers à droite ici. Et j'aime beaucoup. Ça, les amis, pour moi, c'est du storytelling par l'image. Là, dans le film, on est au moment où Faramir doit demander à ses hommes de quitter Osgiliath parce que les orques ont lancé une offensive absolument monstrueuse qui a complètement écrasé toute résistance des hommes. Donc, il a décidé de battre en retraite et vous avez vu que ça vient un petit peu découper l'image entre ce qui reste aux hommes et ce qui a été pris par le Mordor. Et en fait, on aurait pu dire que par l'image, on aurait pu s'arrêter à simplement la prise d'Osgiliath. Le fait de faire avancer des nuages extrêmement sombres par rapport à l'avancée du Mordor, ça en dit beaucoup concernant l'histoire, l'avancée
d'effets et du storytelling par l'image, mais moi je trouve ça absolument fabuleux. Ils fuient par ici, mais c'est comme s'ils étaient aussi rattrapés par les nuages. Ils sont poursuivis par les Nazgûl, qu'on voit juste ici, juste là. Et vous avez vu, leur avancée est également marquée par l'avancée des nuages. Et quand vous regardez la composition, vous avez vu que les nuages arrivent à la limite au milieu du plan. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire, vous avez vu, c'est les hommes qui viennent un petit peu repousser l'attaque qui arrive comme ça par la gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Épique, épique. Là, j'aimerais vous parler un petit peu d'équilibre dans l'image et l'équilibre de la bataille qui va se mener sur les champs du Pelennor. Alors, sur ce plan-là, on peut voir apparaître, dans le premier tiers, voire même qui dépasse un petit peu, un Nazgûl qui prend une grosse partie du plan. Et vous avez vu cette notion vraiment très sombre, avec presque même les lignes directrices qui sont créées de manière organique par la posture de la monture, qui vient s'opposer à Minas Tirith, qui est encore une fois mise en avant par les rayons du soleil, etc., qui est contenu presque au niveau du croisement de la règle des tiers droite du plan. Donc vous avez vu, on a encore une fois cette notion d'opposition. Donc cette fois-ci, c'est limite le côté organique représenté par le Mordor et le royaume des hommes, Minas Tirith au loin. Là, nous sommes à Osgiliath et nous avons l'armée des orques qui se dirige directement vers Minas Tirith. Et vous avez vu, les lignes directrices sont liées à la fois à la disposition des lieux, mais également, du coup, à l'avancée des orques, des tours d'attaque. Minas Tirith et son sommet se situent presque parfaitement au croisement des lignes de force, ce qui crée d'ailleurs un point de force, on appelle ça, directement au tiers supérieur de l'image. Vous noterez aussi que l'armée des orques prend une place de plus en plus conséquente de l'image, ce qui montre un petit peu leur avancée. Et ça, on va le voir dans les plans suivants. Et vous avez vu, petit à petit, cet ascendant continue. D'accord? On voit une nouvelle fois la place que prend l'armée des orques sur ce plan, et ce que représente Minas Tirith, vous avez vu, qui est placé même un peu plus loin que le dernier tiers de l'image. Également, remarquez l'aspect des nuages plus sombres également qui viennent un petit peu indiquer l'avancée de l'armée du Mordor. Regardez un petit peu cette armée. Et le côté organique créé début des années 2000, les amis. Il faut se rendre compte de la performance technologique et artistique de ce qui s'est produit lors de la réalisation et du montage de ce film. C'est absolument incroyable. Il faut vraiment s'en rendre compte. Ça me tient à cœur parce qu'il y a vraiment eu, vous serez d'accord avec moi ou pas, un avant et un après Seigneur des Anneaux dans les VFX. Et c'est quand tout semble perdu que le Rohan arrive. À peu près 10 000 cavaliers. Ce que j'aimerais vraiment noter, c'est que vous avez vu, leur arrivée petit à petit va pousser les nuages extrêmement sombres créés par l'avancée du Mordor et l'armée des orques. Vous avez vu, une nouvelle fois, on a un petit peu à la fois ce soulagement de leur arrivée et du fait qu'ils soient en nombre, et en plus, de par les couleurs et du coup par la disposition des nuages, ce soulagement qui vient aussi se traduire. Épique! Vous avez vu? C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'assaut qui s'est passé précédemment au gouffre de Helm. Petit à petit aussi, on avait les rayons du soleil, comme ça, qui venaient montrer un petit peu l'avancée, l'ascendant du royaume des hommes. Sur là, du coup, c'est l'Isengard et puis même le Mordor en règle générale. Là, c'est pas 10 000 Uruk-hai qui vont devoir affronter comme au gouffre de Helm. On parle une nouvelle fois d'à peu près 200 000 orques, accompagnés de Nazgûl en plus de ça. Ce plan montre aussi un petit peu l'avancée des orques sur la cité, et puis la place qu'ils prennent une nouvelle fois sur le champ du Pelennor. Et, souci du détail, on voit les premiers orques qui commencent à se préparer à l'assaut du Rohan. Juste là. Vous avez vu, ça c'est vraiment le souci du détail qui fait la différence. Notez aussi la lumière. Vous avez vu la lumière qui vient comme ça sur Minas Tirith et qui va signifier l'assaut du Rohan. Et notez aussi du coup, pour l'instant, le ciel extrêmement gris et sombre représenté au-dessus de l'armée du Mordor. Ceci dit, la bataille du champ de Pelennor n'est pas gagnée pour autant. Loin de là, et c'est pour ça qu'on arrive à l'arrivée des Mumakil. On se rend peut-être pas encore tout à fait compte de l'immensité des Mumakil. Ceci dit, le spectateur, s'il ne connaît pas l'histoire, peut commencer à se rendre compte de l'immensité des Mumakil, étant donné que on a comme ça des soldats venir un petit peu à l'échelle pour se rendre compte qu'effectivement ils font plusieurs mètres de haut. On peut voir effectivement que certains sont même armés de défenses supplémentaires, etc. Et que ça va probablement pas être une partie de plaisir pour les hommes du Rohan. Sachez que j'adore le sound design du Seigneur des Anneaux. Faut savoir que la corne utilisée par le chef qui va mener comme ça cet assaut fait absolument froid dans le dos. C'est un son vraiment sorti des films d'horreur les plus profonds qui viennent un petit peu vous glacer le sang. Ça a contribué en tout cas pour moi à la réussite de l'inversement un petit peu de ce qui se passe lors de l'arrivée des Mumakil. C'est là que j'aimerais vous parler d'un combat qui est extrêmement épique entre le roi sorcier d'Angmar et Éowyn. C'est très intéressant pour plusieurs choses. Vous avez vu, il prend plus de la moitié du plan. Moi, ce qui m'intéresse vraiment par rapport à ce plan-là, c'est le fait que, hop, on vient framer un petit peu l'action, l'œil du spectateur vers Éowyn. On l'avait tout à l'heure avec le bâton de Gandalf. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Le combat finira par prendre fin. Tellement de choses à dire par rapport à ça. Premièrement, c'est la position d'Éowyn qui reprend vraiment le dessus rapidement
Rappelez-vous, elle représentait presque les 2 tiers inférieurs, alors que voilà, le roi sorcier d'Angmar prenait quasiment une grosse partie de l'image, plus ou également tout le tiers supérieur. Donc on a un inversement des rôles. Le roi sorcier d'Angmar dans la règle des tiers à droite, Éowyn dans la règle des tiers à gauche, et cette posture un petit peu dominante qu'a Éowyn sur le roi sorcier d'Angmar à ce niveau-là. C'est là qu'elle du coup qu'elle plante son épée et qu'elle dit je ne suis pas un homme. Elle vient mettre fin au jour du roi sorcier. Les amis, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont jamais vu, la bouche de Sauron. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas si c'est vraiment voulu ou pas, hein. Je vous ai mis du coup l'œil de Sauron par-dessus, vous avez vu cette pupille très particulière représentant l'œil de Sauron, on la retrouve un petit peu, selon moi, parce que là c'est vraiment pas sûr, selon moi on la retrouve un petit peu au niveau de la représentation du casque ici, ok? Donc moi j'ai trouvé ce détail absolument fabuleux. Les amis, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que cette scène existe uniquement dans la version longue. J'aimerais simplement attirer votre attention sur la direction artistique du film. Vous avez vu, il y a des inscriptions sur ce casque, la bouche est mise en avant et évidemment on est en présence de la bouche de Sauron et non pas des yeux de Sauron. C'est pour ça que vous avez vu, ses yeux sont complètement cachés. Et on va parler de l'un des meilleurs discours de motivation pré-bataille de quasiment toute l'histoire du film et de l'histoire de la cinématographie actuelle, c'est le discours d'Aragorn. Et vous avez vu, ce que j'aime bien, c'est que on se situe un petit peu au niveau first person view d'un soldat qui pourrait peut-être effectivement écouter ce que Aragorn dit. Donc pour s'ancrer dans l'action, pour se mettre un petit peu à la place d'un soldat à ce moment-là, pour beaucoup plus se centrer sur l'histoire, du coup recentrer nos émotions sur ce que peuvent ressentir les soldats à ce niveau-là, c'est épique. On se demanderait peut-être un petit peu ce qu'on ferait à leur place. Est-ce que Aragorn est un bon chef? Est-ce qu'on est motivé pour une dernière bataille? C'est un petit peu ça, ok, qui est décrit par ce plan. On se retrouve à la montagne du destin et sur un des plans qui, moi, me parle beaucoup dans le film. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la composition du plan, ça pourrait peut-être représenter un petit peu l'histoire du Seigneur des Anneaux, ce qu'on a ici. Dans une histoire, on a l'incident de départ avec l'anneau, etc., tout ce que ça peut représenter, les hauts, les bas, etc., et le climax, donc la fin, là où Frodon va détruire l'anneau. Et regardez, lorsque on prend ce genre de petits graphiques qui représentent un petit peu une histoire dans les livres, dans le cinéma, etc., on peut, vous avez vu, si on change un petit peu le mode de fusion de tout ça, avoir quelque chose qui ressemble effectivement un petit peu au climax. On peut presque le juxtaposer à ce que représente Frodon à ce niveau-là de l'histoire et qu'on arrive probablement vers la fin. Et c'est ça que moi j'ai trouvé super intéressant lorsque j'ai fait cette analyse, mais j'aimerais vous annoncer une nouvelle fois que ce que je vous dis là, je sais pas si vraiment ils l'ont pensé comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça a probablement pas été pensé comme ça, mais je trouve que de faire le rapprochement avec un arc narratif, ça peut être intéressant. Continuons notre analyse de la composition des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux. L'anneau finit par être détruit et on a une super belle composition qui met un petit peu l'accent sur la destruction de l'œil de Sauron. J'ai l'impression que l'explosion comme ça de l'œil de Sauron crée un petit peu un langage peut-être elfique ou autre comme il y a sur l'anneau. Vous savez, l'anneau de pouvoir. Je ne suis pas sûr, j'ai juste l'impression que ça ressemble. Encore une fois, ça c'est peut-être un petit peu sorti de nulle part de mon esprit. Donc je vais essayer de me renseigner pour voir si c'est vraiment vrai ou pas. Vous avez vu, là je vais faire le rapprochement avec un des premiers plans du Seigneur des Anneaux, le premier volet, où effectivement quand Sauron connaît la défaite, le fait qu'il perde l'anneau crée une nouvelle fois ce souffle très puissant qui va souffler les deux armées. Et donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait pour la première bataille qui avait défait Sauron lors du premier affrontement. Continuons l'analyse de la composition des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux. On a ce plan qui est créé comme ça, de manière oblique, qui représente les flancs de la montagne du destin. Et d'un autre côté, donc, on a la lave, un environnement pas forcément très attrayant pour la vie. Et on a de ce côté-là, déjà le ciel qui vient un petit peu en opposition avec les couleurs de la lave et les rochers très sombres de la montagne du destin. Et l'arrivée comme ça des aigles qui viennent au secours de Frodon et Sam. Et vous avez vu, moi je trouve ça super beau, encore une fois, ce que ça représente. On a vraiment, du coup, ne serait-ce que à la fois par l'aide qui arrive physiquement des aigles, mais effectivement par aussi ce qu'ils représentent et ce que le bien a représenté pendant tout le film, c'est-à-dire le côté très clair qui est propre au côté du bien dans le film et qui à chaque fois va s'opposer au côté du mal. Continuons notre analyse de la composition des plans emblématiques du Seigneur des Anneaux. Alors le couronnement d'Aragorn, je l'aime beaucoup, dans le sens où là on a à la fois la règle des tiers qui permet de mettre l'accent au milieu sur Aragorn, juste là. Là on voit Gimli et Gandalf qui viennent lui remettre sa couronne. On voit aussi qu'il est tout en haut des escaliers, et le plan est en contre-plongée, ce qui permet de donner une certaine importance au personnage. On note aussi les lignes directrices qui sont créées du coup par les escaliers, mais aussi par la posture des personnages tournés vers l'action. Et par-dessus ça, on peut également parler, vous allez commencer à en avoir marre de ça, c'est le côté du framing lié à la porte, juste là, qui permet aussi de centrer comme ça le regard du spectateur. D'accord? Très bien ce plan. Cinématographiquement parlant, et dans ce qu'il représente, il coche beaucoup de cases. Et là les amis, on arrive au départ de Frodon, Sam, Merry, Pippin, Gandalf et également Bilbon, et vous avez vu que ce départ va de la gauche vers la droite. Quand on regarde la map, en réalité ça fait un peu de sens. Ils vont partir de la comté, la comté qui est où d'ailleurs là? Ils vont partir de la comté pour arriver directement au Havre Gris.
Vous avez vu? Donc en gros, le fait de les faire bouger de la droite vers la gauche, pour moi ça a du sens. Une nouvelle fois, le respect un petit peu de la géographie par rapport à l'œuvre de Tolkien, je trouve est toujours très bien respecté par Peter Jackson. Donc là, les Hobbits et Gandalf arrivent au Havre Gris. On a une image qui est très chaude, hein. On arrive à la fin du film. Hein. Les couleurs sont beaucoup plus chatoyantes, etc. Ils sont accueillis par notre ami Elrond, on a aussi Galadriel aussi qu'on reconnaît. On a aussi une certaine profondeur du champ et pas mal de lignes directrices qui viennent guider notre regard vers nos personnages. D'accord ? Hop, qu'on voit juste là. Notez aussi que au-delà de simplement ces lignes directrices, on peut aussi citer simplement la lumière, qui est bien plus lumineuse de ce côté-là du plan que ce qu'on peut retrouver ici. Donc ce qui vient automatiquement un petit peu attirer notre attention. Et ce qui permet en plus de détacher certaines silhouettes. Et on arrive peu à peu à la fin du Seigneur des Anneaux, avec ce plan absolument fabuleux. Vraiment très beau, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. À la fois simple dans sa composition, très lourd de sens. On voit effectivement le bateau qui se dirige vers l'horizon, qui indique du coup le chemin de Frodon et de Bilbon, qui du coup quitte la Terre du Milieu. Les amis, on arrive à la fin de cette analyse. Ces 3 films, j'ai adoré vraiment les analyser. Vous avez vu, parfois, ça part un petit peu loin dans l'analyse. Je préfère vous prévenir à chaque fois que je trouve que c'était peut-être pas forcément voulu par le réalisateur, directeur de la photographie, etc. Et ce qui est marrant, c'est que plus les films duraient longtemps, plus l'analyse durait longtemps. Je vous garantis que celle-ci, je sais pas à combien de minutes je suis d'enregistrement, je sais que juste que j'en ai 3 ou 4. Entre la batterie, plus de place dans la carte SD, etc. Ça a été assez compliqué. Mais vous avez vu qu'on a des images qui sont pleines de sens, un storytelling par l'image qui est absolument incroyable, des couleurs qui nous indiquent un petit peu le bien, le mal. On a aussi la façon dont Peter Jackson a choisi de bien représenter la géographie créée par Tolkien, ce qui permet d'avoir des established shots et de même nous en tant que spectateurs connaisseurs ou pas connaisseurs, de se rendre compte un petit peu de à quoi ressemble la Terre du Milieu. Donc c'est un chef-d'œuvre cinématographique de par la composition, de par la mise en scène, l'histoire, la musique, le storytelling par l'image, le jeu d'acteurs, la réalisation, les VFX qui sont absolument mais fabuleux pour cette époque. Je vous dis, il y a eu un avant et un après Seigneur des Anneaux. Et puis j'espère que tout cela vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques petites choses. Moi, vous savez que c'est après avoir fait quelques captures d'écran que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des rapprochements, chose qu'on peut pas forcément voir, vous savez, des fois quand on regarde le film. J'ai beaucoup apprécié vraiment faire cette analyse. Il faut savoir que j'étais tout jeune quand c'est sorti et maintenant que je suis moi-même réalisateur à ma petite échelle, vraiment, le fait de pouvoir analyser tout ça, ça me fait de 1 le plus grand bien parce que ça me fait un petit peu retomber en enfance et ça me permet presque même de fermer un arc de ma vie pour débuter un nouveau chapitre. J'abuse un petit peu, vous m'avez compris, et moi je vous dis du coup à la prochaine.